Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Quetzal, un jeu qui a été édité en 2020 chez Gigamic et qui est distribué au Québec par Randolph. On voudrait d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Alexandre Garcia qui se joue de 2 à 5 joueurs et dont les parties vont durer de 30 à 75 minutes. Les joueurs incarnent une équipe d'aventuriers et d'archéologues qui vont tenter d'explorer des temples pour ramasser différents objets et les vendre au port pour faire le plus de points de victoire. C'est un jeu de placement d'ouvriers, de draft de cartes, de collection d'ensemble avec des petits éléments d'enchères. Alors, Quetzal, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on va vous donner une question du jour pour participer à le concours du lundi pour le mois d'août 2021. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au centre de la table et on va prendre le jeton avion et on va le placer sur la case numéro 1 de la piste des manches. Dans une partie à 3 joueurs, on va prendre le jeton de cache et on va aller cacher la case d'action d'un des 2 navires. Donc on utilisera seulement un navire dans notre partie. À côté du plateau, on va former une réserve avec les jetons de pièces. On a des pièces de valeur 1 et des pièces de valeur 3. On va mélanger les cartes objets pour former une pioche et on va révéler face visible 8 cartes sur les 8 emplacements du temple du plateau principal. On voit que les cartes représentent des objets de différentes familles que les joueurs vont tenter d'acquérir pendant la partie pour pouvoir les vendre et marquer des points. Et on va aussi en placer 6 dans les emplacements des annexes du temple. Donc on a 3 annexes. On va placer 2 cartes sur chacune d'entre elles. Les autres vont former la pioche à côté du plateau. On va mélanger les tuiles amélioration. On va les placer face cachée à côté du plateau principal pour former une réserve. Et on va révéler les 3 premières tuiles dans les 3 emplacements d'amélioration qui sont situés au village. Donc les joueurs pourront les acheter pendant la première manche. Chaque joueur va se choisir un personnage et va prendre sa tuile personnage qui correspond à sa couleur. Il va aussi recevoir son meeple de personnage qui est un gros meeple. On a aussi 6 petits meeples qui sont les meeples de notre équipe. Les meeples sont recto verso. Ils ont un côté blanc qui représente les archéologues et un côté noir qui représente les aventuriers. Si jamais on joue à plus de 3 joueurs, à ce moment-là, les joueurs vont utiliser moins de meeples dans leur équipe. Ils en utiliseront seulement 5 pour une partie à 4 joueurs et seulement 4 pour une partie à 5 joueurs. Ils vont aussi recevoir à leur couleur leurs 2 disques ainsi que leurs jetons de 50 points et plus de victoire. Les joueurs vont prendre leurs 2 disques de bois, vont aller en placer un sur la case 0 de la piste de score du plateau principal et vont placer le deuxième sur la case 0 de la piste découverte du plateau principal. Ils vont placer leurs jetons de 50 points et plus à côté du plateau principal au début de la piste de score. Ils vont le prendre si jamais ils effectuent un deuxième tour sur la piste de score. On va déterminer un premier joueur, c'est le dernier joueur qui est allé visiter une île. On va lui remettre le jeton premier joueur et il va commencer la partie avec 4 pièces. Les 2 autres joueurs vont commencer la partie avec 5 pièces et si jamais on jouait à 4 ou 5 joueurs, les 2 autres joueurs commenceraient avec 6 pièces. Une partie de Quetzal se joue en 5 manches de jeu. À chacune des manches, les joueurs vont lancer leur meeple comme des dés pour savoir le nombre d'archéologues ou d'aventuriers qu'ils vont pouvoir utiliser dans cette manche. On va ensuite procéder à tour de rôle pour aller placer des meeples sur les différents emplacements du plateau principal. Et par la suite, lorsque tous les meeples seront placés, on va activer les différents lieux du plateau en ordre numérique, en commençant ici de 1 et en suivant la séquence de chiffres jusqu'à temps qu'on ait activé tous les lieux du plateau. Les joueurs vont tenter de collectionner des ensembles de cartes objets des mêmes familles pour tenter d'aller les vendre au navire ou à la capitainerie pour marquer des points de victoire. À la fin des 5 manches de jeu, le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur.
Chaque manche se sépare en 4 phases. La première phase est le lancer des meeples. Cette phase peut se faire de façon simultanée, tous les joueurs en même temps. Chaque joueur va alors prendre son meeple personnage, ainsi que les 6 meeples de son équipe, et va les lancer comme si c'était des dés pour regarder comment ils vont atterrir, pour savoir ce qu'il pourra utiliser dans cette manche. Premièrement, on va regarder si on a réussi à faire atterrir des meeples debout sur leurs 2 pieds. Ici, j'en ai 1 et 2 qui sont atterris debout. Chacun de ces meeples va nous donner une pièce d'or. Les meeples qui sont tombés à plat du côté noir seront utilisés comme des aventuriers dans cette manche. Les meeples qui sont tombés à plat du côté blanc seront des archéologues. Les meeples qui sont tombés debout ou bien sur le côté comme ceci seront des jokers pour cette manche. Et notre gros meeple de personnage est toujours considéré comme un joker, peu importe il est tombé dans quelle position. Une fois que tous les joueurs ont lancé leur meeple, on passe à la deuxième phase qui est la pause des meeples. Cette phase va se jouer à tour de rôle en commençant par le premier joueur. Il va se choisir un emplacement lieu sur le plateau principal et il va y placer un ou plusieurs meeples sur une case d'action. On va continuer ainsi jusqu'à temps que les joueurs aient placé tous leurs meeples sur le plateau. Il existe 3 types d'emplacements dans les différents lieux du plateau principal qu'on peut reconnaître par la couleur du petit carré d'action. Donc on a les emplacements en jaune comme ceux-ci qui sont des emplacements uniques et lorsqu'il y aura un meeple sur ces emplacements, on ne pourra pas en placer d'autres pour cette manche. On peut avoir des emplacements où le carré est en brun. Ce sont des emplacements à enchères. Donc on va donc placer un certain nombre de meeples, mais un autre joueur pourrait en placer plus que nous pour pouvoir nous tasser de cet emplacement et c'est le joueur qui sera sur l'emplacement en dernier qui pourra l'activer dans la prochaine phase de jeu. Et on a les emplacements où le carré est vert qui sont des emplacements libres où il y a un symbole d'infinité qui veut dire qu'on peut avoir n'importe quel nombre de meeples à cet emplacement. Certains emplacements vont nous obliger à utiliser des meeples d'une certaine couleur pour les placer sur ces cases d'action. Par exemple, ici dans le temple, les 4 premiers emplacements, on voit qu'il y a un meeple blanc, donc on est obligé de jouer des archéologues ou bien des jokers, ou bien notre meeple de personnage qui compte lui aussi comme un joker. Alors que la 5e case ici, on voit qu'on a un meeple noir ou blanc, donc on peut utiliser des archéologues ou des aventuriers pour cet emplacement. On a aussi des emplacements qui nous demandent uniquement des aventuriers. Et on a des emplacements où il y a un meeple gris, ce qui veut dire qu'on peut placer des meeples, peu importe leur couleur. On pourrait même placer des noirs et des blancs en même temps. Et certaines cases d'action auront des coûts en pièces d'or pour pouvoir placer un meeple à cet endroit. On retrouve les coûts avec des petits icônes de pièces et des chiffres dans la même case que le meeple. Donc si la case ici demande 5 pièces, celle qui est là demande 2 pièces, et etc. On doit payer les pièces avant de pouvoir y placer notre meeple. Normalement, dans cette phase de jeu, on fait seulement placer les meeples sur les différents lieux. On n'active pas les emplacements d'action. Ils seront activés en ordre croissant de numéro de lieux dans la prochaine manche. Il y a une exception qui est le lieu du campement où on retrouve l'icône d'un éclair, ce qui veut dire qu'on va appliquer de façon instantanée l'effet lorsqu'on va décider d'y placer des meeples. Par exemple, mon joueur jaune pourrait décider de placer un de ses meeples blancs à cet emplacement. Il va gagner une pièce d'or et il va pouvoir relancer un de ses meeples qu'il n'a pas joué encore pour tenter d'obtenir une autre face ou tenter d'obtenir une pièce d'or si jamais il tombe debout. Le joueur jaune a placé un meeple, ce serait donc au joueur rouge de continuer. Il pourrait prendre un de ses meeples blancs et aller le placer sur la stèle du savoir qui demande un meeple blanc. Et on a aussi une autre restriction, on ne peut pas être en possession du jeton premier joueur pour venir placer un meeple à cet endroit. Donc le joueur jaune ne pourra pas y aller dans la première manche. On poursuit avec le joueur bleu qui va prendre un de ses meeples d'archéologue lui aussi, qui décide d'aller le placer sur un des emplacements du temple. Le temple possède 5 emplacements. L'emplacement du haut coûte plus cher que les autres à activer. Plus on descend, moins ça coûte cher en pièces d'or. Mais lorsqu'on va les activer dans la prochaine phase, on va les activer de haut en bas. Donc le joueur qui est en haut va avoir payé plus cher, mais va avoir le premier choix dans les cartes objets qui se retrouvent dans le temple. Mon joueur bleu décide de prendre l'emplacement du centre qui coûte 3 pièces pour y placer son meeple et qui va lui donner un certain choix d'objets à la prochaine phase.
Ça revient au joueur jaune qui décide de prendre 2 meeples noirs et aller les placer dans un emplacement d'annexe du temple qui est une case à enchères. Donc lorsqu'on décide d'aller placer des meeples à cet endroit-là, on peut placer le nombre de meeples qu'on veut, mais on doit obligatoirement prendre toutes des meeples de la même couleur, donc soit tous des noirs ou tous des blancs. On ne peut pas mélanger les deux couleurs. On aurait pu prendre un noir avec un joker par exemple. Le joueur rouge décide de prendre un meeple d'aventurier et d'aller le placer sur l'emplacement du haut au village, un peu comme le temple. On va les activer de haut en bas dans la prochaine phase de jeu. La case du haut coûte 2 pièces d'or pour pouvoir y placer son meeple et il aura le premier choix pour choisir une tuile d'amélioration dans la prochaine phase. Le joueur bleu décide de prendre un meeple blanc et un de ses jokers pour placer 2 meeples dans l'emplacement d'enchères de cette annexe du temple. On revient ensuite à notre joueur jaune qui va prendre son meeple blanc et qui va aller le placer sur cet emplacement dans le temple. Il va devoir payer 4 pièces pour avoir un meilleur choix de cartes lorsqu'on va activer les cases du temple. Le joueur rouge décide de placer 2 meeples blancs dans cet emplacement de l'annexe du temple, dans un emplacement d'enchères. Le joueur bleu va décider de prendre 2 meeples d'aventurier et un joker et va aller placer ses 3 meeples dans l'emplacement d'enchères de cette annexe où il y avait le joueur jaune. Donc si on veut prendre possession d'un emplacement d'enchères, on doit placer un meeple de plus que le joueur qui était là précédemment. Et comme ce sont des emplacements qu'on choisissait la couleur noire ou blanc, on doit jouer des meeples de la même couleur que le joueur qui était là précédemment. Donc comme le joueur jaune avait mis des meeples noirs, je dois l'enlever en plaçant des meeples noirs, en plaçant un de plus que lui. À ce moment-là, le joueur jaune va reprendre ses meeples dans le même état qu'ils étaient et va les replacer dans sa zone de jeu. Il pourra les replacer à un autre endroit. C'est justement au joueur jaune qui va décider de prendre ses 3 jokers, donc ses 2 meeples debout et son meeple de personnage, et va aller enlever notre ami le joueur bleu de cet emplacement d'enchères. Il va donc reprendre ses meeples. On passe ensuite au joueur rouge qui va aller placer un de ses meeples noirs ainsi qu'un meeple joker dans l'emplacement du marché noir, qui est un emplacement où on peut seulement placer des aventuriers, mais c'est un emplacement d'enchères, donc quelqu'un pourrait en placer plus pour l'enlever de cet endroit. On revient au joueur bleu qui va prendre son meeple blanc et il va aller se placer sur le dernier emplacement du temple qui coûte 1 pièce. On revient aux meeples jaunes qui vont aller placer un meeple ici sur la capitainerie. On voit qu'on a un coût de 2 pièces pour placer un meeple à cet endroit. C'est ce qui va nous permettre de vendre des cartes d'objets pour marquer des points de victoire. Le meeple rouge va aller se placer dans le temple sur cet emplacement qui coûte 2 pièces. Il va donc lui revenir 1. Mon meeple bleu va décider d'aller avec un meeple de joker sur l'emplacement ici au village qui coûte 1 pièce. Mon joueur jaune va aussi aller se chercher dans l'emplacement au village pour 1 pièce pour tenter de recruter une tuile d'amélioration. Et le joueur rouge n'a pas de meeple, donc il passe son tour. Et on finit avec le joueur bleu qui lui reste seulement un meeple. Il n'a plus de pièces, donc il n'a pas beaucoup d'options. On va décider de l'envoyer au campement où il va gagner 1 pièce, mais il n'a plus aucun meeple à relancer. Lorsque tous les meeples sont placés sur le plateau, ça va mettre fin à cette phase de jeu. Ce qui nous amène à la troisième phase, qui est la phase activer les lieux. On va activer tous les lieux du plateau en ordre numérique, en commençant par le lieu numéro 1 et en continuant jusqu'au lieu numéro 7 du plateau principal. Le lieu numéro 1 est le stèle du savoir, donc qui est activé par le joueur rouge. Il va donc devenir en possession du marqueur premier joueur. On voit qu'il y a une icône de 2 points de victoire à celui qui va le posséder en fin de partie. Il va donc le placer dans sa zone de jeu et il va gagner un point de découverte. Il va donc avancer son disque de 1 sur la piste découverte. Plus on avance sur cette piste durant la partie, plus on va gagner les différents bonus qui s'y trouvent. On peut gagner des pièces d'or, on en gagne 1 à cet endroit-là, 2 à l'emplacement qui est ici. On peut gagner des points de victoire bonus, on en gagne 1 à cet emplacement, on en gagne 4 ici et 6 sur le dernier emplacement. Et ici, on peut gagner une amélioration gratuite en piochant la première amélioration face cachée de la pioche. Et une fois son action activée, le joueur va reprendre son meeple et le replacer dans sa zone de jeu.
Le deuxième emplacement est le temple. On va activer les différentes actions de haut en bas. Donc, il n'y a personne sur la première case. On passe donc à la deuxième. Donc, notre joueur jaune peut se prendre 2 cartes parmi les 8 qui sont face visible dans le temple. Pourrait décider de prendre les 2 cartes de poterie et les ajouter dans sa zone de jeu. On passe ensuite au joueur bleu qui lui va prendre une carte dans celle disponible au temple et va piocher la première carte face cachée de la pioche. Il va donc prendre la carte d'arme et il va aller en piocher une autre face cachée qu'il va placer dans sa zone de jeu. Toutes nos cartes vont rester cachées de nos adversaires pendant la partie. Ensuite, le joueur rouge va prendre une des cartes restantes, va prendre celle-ci et va aussi en piocher une face cachée de la pioche, qui est une carte de poterie qu'il va aller placer dans sa zone de jeu. Et finalement, le joueur bleu va prendre une des cartes restantes, va décider de prendre celle-ci et la placer dans sa zone de jeu. On passe donc au lieu numéro 3A, 3B et 3C, qui sont les 3 annexes du temple. Ce sont les emplacements à enchères, donc le joueur qui était restant va pouvoir gagner les bénéfices de chacun de ces emplacements. Donc ici, le premier emplacement va donner ces 2 cartes-là. Donc le joueur bleu va ajouter ces 2 cartes dans sa réserve et il va gagner 1 point de victoire. On va donc avancer son disque de 1 sur la piste de score. Le deuxième emplacement, ce 3B, donc le joueur va gagner les 2 cartes qui sont associées à cet emplacement, c'est pour le joueur rouge, et il va gagner 1 point de découverte, il va donc avancer de 1 sur la piste de découverte, et c'est la deuxième fois qu'il avance, il a donc le premier bonus qui est de 1 pièce qu'il va mettre dans sa zone de jeu. Et finalement, on a le troisième annexe qui va nous donner aussi 2 cartes pour le joueur jaune et il va gagner 1 pièce en récompense qu'il va placer dans sa zone de jeu et les joueurs vont reprendre leur meeple respectifs. L'emplacement numéro 4 est le marché noir, qui est le joueur rouge qui a gagné cette enchère. Il va défausser une de ses cartes objet de sa main, donc il pourrait défausser cette carte de poterie, et il va gagner 7 pièces qu'il va ajouter dans sa zone de jeu, et ensuite il va reprendre ses meeples. L'emplacement numéro 5 est le village, donc on va les activer de haut en bas. Et dans le fond, ça nous permet de recruter les tuiles d'amélioration qui s'y trouvent. Donc le joueur rouge aurait le premier choix. Il existe 2 types de tuiles amélioration. On a celles qui ont un X rouge, qui sont des tuiles à effet instantané. On va donc gagner l'effet lorsqu'on va gagner la tuile. Ici, c'est un point de découverte. Et on va la placer dans la zone défaussée de notre plateau personnage. Et à la fin de la partie, on va gagner les points qui sont en bas de la tuile. Alors que celles qui n'ont pas de X comme les 2 autres, ce sont des pouvoirs passifs que les joueurs vont gagner et ils vont pouvoir les mettre dans un des 2 emplacements de pouvoir sur leur tuile personnage. Disons que le joueur rouge choisit ce pouvoir passif qui va lui permettre de, lorsqu'il va vendre des cartes tablettes, il va faire 2 pièces. Il va donc le placer sur un des 2 emplacements de sa tuile personnage. Le joueur bleu décide de prendre la tuile à pouvoir instantané. Il va donc gagner 1 point de découverte et il va gagner cette tuile et la placer face cachée dans sa zone de défausse à côté de sa tuile personnage. Et notre joueur jaune va gagner ce pouvoir qu'il va placer dans sa zone de jeu. Tous les joueurs ont un maximum de 2 emplacements pour avoir une tuile amélioration passive. Si jamais pendant la partie ils en accumulent plusieurs autres, à ce moment-là, ils vont choisir lesquels ils gardent actives et les autres seront placés dans la zone de défausse de leur plateau personnel. Peu importe où elles se trouvent, dans la zone active ou dans la zone défaussée, à la fin de la partie, les joueurs vont pouvoir gagner les points de victoire qui sont inscrits sur les tuiles. Le 6e emplacement est la capitainerie qui nous permet de vendre jusqu'à un maximum de 3 cartes objets parmi celles qui se retrouvent dans notre main. Toutes les cartes objets se séparent en 5 familles qu'on peut identifier à l'aide des icônes qui se retrouvent sur les cartes. Chaque famille peut être vendue en ensemble de 3 identiques pour pouvoir avoir un maximum de points, mais sinon on peut vendre n'importe quelle combinaison, c'est juste qu'on va faire moins de points si on n'en vend pas 2 ou 3 de la même sorte. Donc, généralement, on va essayer d'avoir des ensembles qui sont complets avant d'aller les vendre. Donc, ici, mon joueur jaune pourrait vendre ses 3 cartes de poterie. On voit qu'une collection de 3 cartes va lui rapporter 4 points de victoire. Il va avancer de 4 sur la piste de score. De plus, certaines cartes vont avoir des icônes bonus. Donc, ici, on voit qu'en vendant cette carte de poterie, on va gagner 1 point de découverte. On va donc avancer de 1 sur la piste de découverte.
De plus, en vendant 3 cartes de poterie, le joueur jaune, si on regarde sa tuile d'amélioration qui est son pouvoir passif, lorsqu'il vend un ensemble de 3 cartes poterie, il va gagner une pièce et il va gagner aussi 3 points de victoire supplémentaires. Donc il va avoir fait un total de 3 plus 4 points, il va avoir fait un total de 7 points en vendant ces 3 cartes de poterie qu'il va ensuite défausser. Et l'emplacement numéro 7, qui est le navire. Pour l'instant, on n'avait personne à cet endroit dans la première manche. Ça fonctionne exactement comme la capitainerie, sauf qu'on peut vendre un maximum de 6 cartes objets. Et lorsqu'on a terminé d'activer le lieu numéro 7, ça mettra fin à cette phase de jeu. On va maintenant passer à la 4e phase, qui est la préparation de la manche suivante. Tout d'abord, les joueurs qui avaient placé des meeples au camp vont les récupérer et les placer dans leur zone de jeu. On va ensuite avancer le jeton d'avion sur le prochain numéro de la piste des manches. Et on va aller piocher des cartes objets pour les placer dans les emplacements qui sont vides. Donc les cartes qu'on n'a pas achetées vont rester pour la manche suivante. On va remplir tous les emplacements du temple ainsi que les 3 annexes. Et on va faire la même chose avec les emplacements au village. On va remplir les espaces vides en piochant de nouvelles tuiles d'amélioration que les joueurs pourront acheter au cours de la prochaine manche. Et on commencerait maintenant la 2e manche avec la première phase de lancer nos meeples. Et les joueurs vont continuer ainsi. Vont jouer la 2e manche, la 3e, la 4e et la 5e manche. Et à la fin de la 5e manche, on va passer au décompte final des points. Les joueurs font la majorité de leurs points de victoire pendant la partie. Et si jamais on arrive au bout de la piste de score, on va recommencer en bas et on va prendre notre jeton de 50 points et plus qu'on va placer sur notre tuile personnage. En plus des points qu'on a scorés pendant la partie, le joueur qui termine avec le jeton premier joueur va marquer 2 points supplémentaires. On va marquer 1 point pour chaque ensemble de 3 pièces qui nous restent dans notre zone de jeu. Et on va ensuite révéler toutes les tuiles de notre zone défaussée. Et on va marquer les points de victoire de toutes ces tuiles ainsi que les tuiles dans notre zone active. Donc ça me ferait 3, 4, 5, 6, 7 points supplémentaires pour mes tuiles amélioration. On additionne tout ça ensemble pour faire notre score final et le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui est le plus loin sur la piste découverte qui va départager l'égalité. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Quetzal. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Quetzal? On va commencer par les côtés positifs. Premièrement, c'est une belle production, la qualité du matériel, les jetons de carton sont de bonne qualité, les cartes aussi ont un petit fini de protection. Les meeples, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des meeples imprimés. Donc le côté noir, le côté blanc, c'est imprimé. Ce ne sont pas des collants qu'il fallait ajouter parce que ça, je déteste ça. Fait que ça, c'est très bien pour la qualité. Les illustrations ici, c'est très beau. Les images sur les cartes, les objets, le plateau aussi, toutes les couleurs, la jungle, les temples, ça fait très Indiana Jones comme thème. Donc ça nous fait un peu embarquer dans cette aventure. C'est un jeu aussi qui se détaille à environ une cinquantaine de dollars canadiens, ce qui est quand même très bon pour le côté qualité-prix qu'on a à l'intérieur de la boîte. Sinon, si on embarque dans le gameplay, premièrement, ce que vous vous demandez tous, c'est ben voyons donc, on lance des meeples, c'est bien malade cette affaire-là, ou ça n'a pas rapport cette affaire-là. Ça a l'air d'une gimmick, j'étais le premier à dire la même chose, puis à dire voyons donc, c'est n'importe quoi. Et ben là, je l'ai essayé parce que bon, des fois on peut avoir notre opinion sans l'avoir essayé. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment plaisant ce côté-là. Puis que ça ajoutait un côté ludique au jeu. Donc ça ajoutait un facteur fun dans le jeu. On avait hâte que la manche finisse pour pouvoir lancer nos meeples. Puis de voir, ah, j'ai réussi à en avoir 1 ou 2 debout. Je fais des petits bonus de pièces. Puis là, je vois un peu les effectifs que j'ai. Comment je vais essayer d'utiliser mes archéologues, mes aventuriers pendant la manche. Combien j'ai de jokers. Fait que c'est un petit côté qui est intéressant. Ça a été pas juste une gimmick, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrale du jeu. Puis je trouve que c'est vraiment une belle twist originale qu'on y retrouve, qui ajoute un beau facteur fun. Parce qu'au final, oui, on joue à des jeux pour le casse-tête mental, tout ça, le challenge, l'interaction avec les autres joueurs, le côté social, mais le côté fun est jamais à négliger. Puis je pense que l'aspect de lancer nos meeples au début d'une manche, c'est vraiment une belle réussite finalement. Sinon, le gameplay, vraiment simple, c'est facile à prendre en main. C'est un jeu qui est très, je vais dire, dirigé dans le sens où on lance nos meeples, après ça, on les place à tour de rôle, après ça, tout s'active selon l'ordre des bâtiments. Fait que c'est très linéaire, c'est très facile à suivre comme démarche, puis c'est très facile à apprendre.
On a aussi une bonne iconographie dans le jeu, c'est relativement très simple. On reconnaît rapidement l'icône pour les points de victoire, l'icône pour la piste de découverte, l'icône pour les pièces d'or. Puis dans le fond, les seules icônes qui sont peut-être un peu moins claires, c'est les tuiles d'amélioration. Puis on a un beau résumé au verso du livret d'instructions. Fait que ça fait un bel aide de jeu. On a ici un résumé des dispositions de meeple, qu'est-ce que ça donne. On a un résumé des tours de jeu, qu'est-ce qui s'active dans quel ordre. Fait que ça fait un bel aide de jeu qui est au verso. Puis un petit commentaire sur le livret d'instructions qui est très bien fait, bien structuré. C'est facile à prendre en main et à lire. Donc c'est une belle qualité qu'on aime avoir dans des jeux. Un livret d'instructions qui est facile à lire. C'est un jeu qui est super fluide, les tours de jeu sont très rapides parce que soit on place des meeples mais on n'active pas les lieux, ou soit on active tous les lieux un par un puis on déboule tout ça. Fait que c'est vraiment très fluide, les tours de jeu sont rapides. Je place un meeple, c'est à toi, ok moi j'en place 2 là, ok moi j'en place 3 là, je t'enlève quelqu'un d'un spot d'enchère. Ça roule vraiment bien, ça revient rapidement à ton tour de jeu, donc très peu de temps mort. Fait que ça, ce côté-là est intéressant. Dans les jeux souvent de placement d'ouvriers, c'est très individualiste comme jeu, il y a très peu d'interaction, sauf le fait j'ai pris ce spot-là avant toi. Mais dans celui-là, le fait d'acheter des spots à style enchère, ça ajoute vraiment une belle interaction dans le jeu, ça ajoute une certaine tension aussi de stratégie dans le sens qu'on va regarder un peu les effectifs des autres joueurs. Ah, j'ai 3 meeples blancs, si je mets les 3 là sur ce spot-là, personne ne va pouvoir me tasser parce que lui il a juste un meeple blanc puis un joker, puis ils ont pas assez de meeples. Fait que tu vas vraiment réfléchir à comment tu vas placer tes choses pour essayer d'avoir le plus d'action puis de maximiser tes choses pour avoir le plus de cartes objets au final et essayer d'aller les vendre plus tard. Fait que ça, je trouvais ça très intéressant parce que c'est rare les placements d'ouvriers qui sont très interactifs, mais celui-là, il a cette belle touche d'interaction qui est vraiment le fun avec les spots d'enchères. Puis à la base, je suis pas quelqu'un qui est vraiment un fan d'enchères, donc d'avoir cette petite twist-là qui occupe une petite partie dans le jeu, je trouve que c'est vraiment parfait. Pour les côtés négatifs, des fois certaines cartes font référence à certains lieux par leur nom, mais les noms sont absents du plateau principal. On a juste les chiffres qui sont associés à chacun des lieux. Donc ça aurait été le fun d'inclure le nom des lieux sur le plateau pour être facilement les retrouver. C'est-à-dire que le temple c'est ça, que la capitainerie c'est lui, parce que souvent on les appelle plus par leurs chiffres que par leur nom parce que les noms ne sont pas inscrits sur le plateau. Sinon, j'aurais aimé que les tuiles de personnages qu'on a au départ aient un pouvoir en partant ou qu'on commence soit avec une carte de pouvoir ou une tuile d'amélioration ou quelque chose pour ajouter une petite asymétrie entre les joueurs en partant. Et sinon, le nombre de joueurs, j'ai l'impression que c'est un joueur qui est vraiment à son pic à 3 joueurs. Parce que si on joue à 2, on doit inclure une espèce d'automa qui va justement faire un joueur virtuel qui va prendre certains emplacements avec ses ouvriers et qui va enlever certaines cartes quand on va activer les lieux. Ça rajoute un peu de hasard dans l'interaction entre les joueurs, puis je pense que c'est un jeu qui est vraiment bâti sur l'interaction entre les joueurs, selon ce qu'on va prendre, quelle place on va aller, où on va placer nos meeples. Fait que de mettre ce joueur-là virtuel, je pense que c'est moins intéressant qu'une expérience à 3, 4 et 5. À 4 et 5, le problème, c'est qu'on a de moins en moins de meeples. Puis je trouve ça intéressant, à 3, on a vraiment nos 6 meeples plus notre chef, fait qu'on a 7 meeples à gérer. On a quand même du jeu justement pour les enchères, pour aller en surenchère, tasser quelqu'un, tout ça. Tandis que si on joue à 5, on a seulement 4 meeples dans notre équipe, plus notre chef, on a 5 meeples au total. Fait qu'on a un petit peu moins de jus, on a l'impression de faire d'accomplir moins de choses dans une partie à 4 ou à 5 que celle à 3. Fait que pour moi, celle à 3, c'est vraiment le best là, pour jouer à ce jeu-là. Quetzal, je vais lui donner une note de B+. C'est un très bon jeu de placement d'ouvriers dans le style introduction. Donc c'est vraiment un jeu qui est quand même simple, qui est facile à prendre en main. Ça peut être idéal pour introduire du placement d'ouvriers à des joueurs qui n'ont jamais joué ce style de jeu-là ou qui commencent dans le jeu de société. Souvent on utilisait les classiques Stone Age ou Lord of Waterdeep, mais je pense que Quetzal peut vraiment prendre sa place. Puis il a son petit charme à lui avec le petit côté interactif des différents emplacements d'enchères et le petit côté fun de lancer les meeples qui est vraiment plaisant. Je me suis vraiment surpris à trouver ça aussi plaisant que ça. Donc, belle petite twist dans le genre. Donc, c'est un beau petit jeu pour commencer dans le jeu de gestion, jeu euro. Donc, c'est un jeu que je vous recommande. C'est disponible en magasin si ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer dans le concours du lundi pour le mois d'août 2021, dans lequel vous pourriez gagner une copie du jeu Carcassonne 20e anniversaire. Donc la question du jour est la suivante. Quelle mécanique originale vous a fait accrocher à un jeu? Donc ça fait référence évidemment à notre belle mécanique de lancer les meeples. Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas. Vous pouvez aussi nous suivre sur les médias sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez vraiment le contenu qu'on crée, vous pouvez nous encourager sur notre page Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.